Bon, on va enchaîner assez rapidement. Donc, depuis hier matin, au moment du lancement du congrès, on a abordé la question de l'exercice pluriprofessionnel sous divers angles. Et on a vu vraiment que c'est un sujet en tension aujourd'hui. Ce matin, je vous propose qu'on se projette dans 10 ans pour voir concrètement quel sera l'exercice pluripro dans 10 ans. Et cette table ronde va nous permettre d'imaginer les évolutions du pluripro d'un point de vue sociologique, économique et bien évidemment, comme on a commencé hier avec un point de vue usager, on va clore la table ronde avec un point de vue usager également. Donc j'invite sur scène Isabelle Bourgeois, sociologue et chercheur, c'est ça, à l'IRDES, Christine Perron, économiste de la santé à l'Université de Dijon, et Thomas Sagnier, représentant des usagers, membre de l'Association française des hémophiles et collaborateur au sein du pôle de ressources ETP Île-de-France. J'ai tout bon? Parfait. Isabelle, ma première question est pour vous. Donc vous êtes sociologue, chercheur à l'IRDES et en tant que cabinet consultant, vous accompagnez les MSP en constitution. Comment envisagez-vous les évolutions possibles du pluripro à l'avenir? Oui, bonjour. Donc la sociologie va aider à réfléchir et il y a de plus en plus de sociologues qui sont sollicités, je trouve ça très bien, donc on continue. Alors demander à un sociologue de se projeter dans l'avenir et de prédire l'avenir et de faire de la prospective, c'est un petit peu la question qui n'existe pas. Mais ça, on en avait parlé. Non, donc ce que la sociologie vous propose, enfin, ce qu'on sait bien faire, c'est de comprendre d'où on vient. Et donc ce que je vous propose, c'est de faire un peu de rétrospective, alors de façon extrêmement schématique en 7 minutes. Pour comprendre l'avenir, il faut comprendre d'où on vient et je vais vous proposer une réflexion sur ce mouvement de structuration des soins primaires, de quoi il part et quels sont ses grands enjeux. J'en ai identifié 4, c'est extrêmement schématique, ça ne relèvera pas toute la subtilité et la richesse de tout ce que vous pouvez vivre et on a bien vu avec les posters, les expériences que vous avez et donc ça va nous permettre de déterminer ou en tout cas de mettre en débat quels sont les enjeux pour l'avenir et surtout du point de vue des chercheurs qui travaillent là-dessus, les sujets incontournables pour que le mouvement continue à se développer et sur lesquels il ne faut pas faire de raccourcis. D'accord ? Donc la sociologie, c'est un ensemble de théories, de concepts qui ont été développés par nos aînés et qui sont mis à l'épreuve dans nos enquêtes de terrain. Donc les enquêtes de terrain, certains d'entre nous, vous nous connaissez, on vient vous voir comment vous travaillez, observer, faire des entretiens, recueillir votre point de vue. Et après, il y a tout un travail de synthétisation et de constat sur ce qu'on observe et on avance ensemble évidemment. Donc qu'est-ce qu'on étudie à l'IRDES et puis avec les autres sociologues qui travaillent sur ce sujet, c'est toutes vos histoires, les équipes, la constitution de ces équipes, l'histoire du passage d'un exercice, alors donc ça va être très schématique, traditionnel, individuel, libéral, un modèle qui existe toujours mais qu'on essaye de transformer, à un exercice pluriprofessionnel dans lequel on vient injecter cette dimension collective, équipe, pluripro, enfin tout ce que vous témoignez. Et donc la sociologie qui aide dans tout ça, c'est une sociologie des groupes professionnels. S'il y en a qui veulent lire de la sociologie, on peut vous donner des choses. C'est très intéressant. Donc, sociologie des groupes professionnels, donc c'est très important, puisque les règles de fonctionnement habituelles sont axées sur les groupes professionnels. Et puis la sociologie des organisations, puisqu'à partir du moment où vous êtes en collectif, il y a quelque chose qui s'organise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait pour croiser les deux? Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, d'où on part? Très schématiquement, exercice libéral individuel. Vous êtes des professionnels de santé libéraux. Vous exercez traditionnellement de façon individuelle, même si informellement vous pouvez avoir des échanges. Donc les règles du jeu, c'est les règles qui prévalent aux relations entre les différents groupes professionnels. Donc ça va être un peu abrupt ce que je dis, mais tant pis. Donc la sociologie des groupes professionnels, elle nous dit quoi? Elle nous dit, dans les règles du jeu, c'est les règles de la hiérarchie entre les groupes professionnels, avec un groupe central qui est le groupe de la profession médicale. Donc les sociologues des professions ont beaucoup travaillé sur la profession médicale et les professions paramédicales et les différentes professions. Et donc les règles de fonctionnement, c'est les autres groupes professionnels sont subordonnés aux médecins. Voilà.
Donc il y a une hiérarchie, les règles du jeu, c'est ça, l'expertise médicale, la responsabilité individuelle face aux patients. C'est plus que ça, mais en tout cas, l'idée centrale, c'est ça. Donc à partir du moment où on part de là, qu'est-ce qui se passe quand on élabore un projet de santé pluriprofessionnel, qu'on partage les mêmes locaux ou pas, mais en tout cas qu'on veut travailler ensemble? Ben forcément, il y a quelque chose qui va être travaillé. Et ben, qu'est-ce qui se travaille? C'est que cette dimension individuelle du savoir, du pouvoir ou de la décision médicale qui va être centralisée sur un groupe professionnel, ben, c'est ce que vous travaillez, c'est-à-dire vous allez essayer de les partager, de les distribuer. Et donc du coup, cette hiérarchie entre groupes professionnels, on voit bien dans le discours et dans les pratiques, vous essayez de les travailler pour le rendre plus horizontal. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. On y arrive plus ou moins bien, mais en tout cas, cela ne va pas de soi. Donc c'est un des premiers enjeux que je rappellerai à la fin, c'est ce travail d'horizontalisation et de collaboration moins hiérarchique entre les différents groupes professionnels. Puis bon, cette dimension collective, donc là c'est la sociologie des organisations qui va nous aider, c'est que faut s'organiser. Ce collectif, il ne suffit pas de partager les mêmes locaux, c'est des évidences. Alors, les questions qu'on se pose, c'est comment on organise la prise de décision. Avant, c'était individuel, chacun est responsable, le médecin à la prééminence. Là, comment on organise? Qui décide quoi? Qui représente qui? Donc il y a tout un travail que vous faites tous d'organiser, alors ce qu'on peut appeler, c'est un mot que j'aime pas trop, la gouvernance, mais voilà, comment vous organisez, comment vous répartissez le travail, comment chacun va s'impliquer dans la vie collective, et puis comment on se répartit les sous. Il y a un peu de sous quand même qui arrive, et ça c'est aussi quelque chose de nouveau, et on voit bien dans les équipes que ça se travaille et qu'on ne peut pas faire le raccourci de ne pas traiter cette question-là. Il y a un travail d'organisation à faire. Donc ce travail d'organisation, non pareil, ça ne va pas de soi, ça se passe plus ou moins bien, et c'est des choses qui continuent à se travailler. Ensuite, ce qu'on a observé, nous, dans les équipes anciennes, on étudie les processus longitudinaux et au quotidien, finalement, la solidité de vos équipes, elles sont mises à rude épreuve. C'est la vie d'un projet de santé, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des épreuves. Et comment ça tient? Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a toute une dimension qui n'est pas du tout cette dimension rationalisation, tout ça, c'est pas ça qui marche. Ce qui marche, c'est la dimension affective, le care, on se préoccupe les uns des autres, et la façon dont vous allez vous occuper les uns des autres, donc vous allez, la solidarité qu'il va y avoir entre vous, le lien social, tout ce qui est cette dimension-là qui est certainement très invisible, mais ça se voit à travers la convivialité, le plaisir d'être ensemble, etc. D'accord ? Les équipes qui arrivent à passer des épreuves, parce que c'est aussi passionnant, c'est plutôt celles qui vont justement aller au-delà de il faut qu'on gère, il faut qu'on fasse une réunion, il faut qu'on remplisse des dossiers. Enfin, vous voyez, il y a du lien social entre nous. C'est les émotions, c'est la dimension affective. Ça n'existe pas partout, mais ça existe. Et donc, on considère que c'est un des enjeux aussi pour l'avenir. Et le dernier enjeu, là, on va plus parler de l'avenir, c'est ça a été vous le travaillez plus ou moins rapidement, mais c'est l'extérieur. Travailler avec les partenaires, vous avez des nouveaux partenaires, vous avez des élus, des ARS, des caisses d'assurance maladie, des professionnels d'autres secteurs, social, médico-social. Tout ça, c'est aussi un des enjeux pour l'avenir. Il n'y a rien de particulier à dire sur les incontournables, mais en tout cas, c'est un travail aussi que vous êtes en train de faire. Mais moi, je dirais, c'est d'abord vous vous occupez de vous et ensuite, vous pouvez vous occuper des autres. On va dire que c'est peut-être ça, pas mettre la charrue avant les bœufs, même si en pratique, vous ne pouvez pas choisir. Donc je dirais qu'au final, pour l'avenir, on peut déterminer 4 enjeux, 4 sujets de travail finalement, des sujets fondamentaux qu'il faut, du point de vue de ce qu'on voit sur le terrain, pas éluder. Les relations entre les groupes professionnels, ça se rejoue en permanence. Alors ça ne se rejoue pas qu'au niveau des équipes, ça se joue aussi au niveau national, mais ça, on n'a pas forcément de prise là-dessus. Mais voilà, localement, vous avez aussi des façons très hétérogènes de vous organiser et de collaborer de façon plus horizontale. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Votre manière de vous organiser, c'est-à-dire que la gouvernance interne, je n'ai pas trouvé d'autres mots, s'engager dans le fonctionnement de son équipe. Le coordinateur, il ne peut pas tout faire. Et effectivement, chacun individuellement est responsable collectivement. Et ça, ce n'est pas facile non plus pour un professionnel de santé libérale de se dire j'ai une responsabilité collective, donc je m'engage dans le fonctionnement du collectif.
Le troisième enjeu, c'est le bien-être de chacun, la reconnaissance de chacun, l'attention qu'on va porter les uns aux autres. Donc cette cohésion d'équipe qui fait un peu le ciment. Et puis le quatrième enjeu, c'est le travail avec l'extérieur. Mais si entre vous arrivez à être bien stable et bien organisé, c'est beaucoup plus facile après d'aller voir l'extérieur. Bien, merci beaucoup. Je vais faire une toute petite parenthèse pour inviter Patrick, qui s'occupera de la synthèse. Tu veux te joindre à nous ? Merci. Alors, Christine Perron, donc vous êtes économiste de la santé à l'Université de Dijon. Vous avez travaillé sur la coordination et les coopérations interprofessionnelles au sein des maisons de santé. Est-ce que ce type de structures, est-ce qu'elles sont en train d'évoluer ? Est-ce qu'elles vont évoluer d'un point de vue économique ? Alors, d'un point de vue économique, je ne sais pas trop ce que vous voulez que je dise, hein, parce que d'un point de vue économique, c'est finalement pas très éloigné de ce qui vient d'être présenté. Simplement, on utilise un peu d'autres notions, d'autres outils, mais on s'intéresse aussi à pourquoi on s'organise, comment on se coordonne, pour faire quoi, de quels moyens on a besoin et pour quels résultats, qu'est-ce qu'on arrive à produire en plus ou différemment quand on est justement dans des structures ou des organisations coordonnées et en plus quand elles sont pluriprofessionnelles. Alors, est-ce que les structures ont évolué ? Évidemment oui. D'abord, elles ont essaimé, elles ont changé aussi de dimension. Moi, j'ai été frappée dans les ateliers et de ce que j'ai entendu, de l'énergie qu'on ressent, des projets qui sont là, des questionnements aussi, qui font aussi évidemment avancer ces structures. Bon, elles ne sont pas nouvelles maintenant, elles ont déjà une certaine maturité pour certaines, d'autres plus jeunes, mais oui, elles vont changer. Je pense qu'elles vont encore changer parce qu'on sent que, en tout cas, les modèles, parce que je ne pense pas qu'il y en ait un, sont vraiment pas stabilisés. On voit aussi que dans l'appellation maison de santé, vous l'avez dit, il y a des choses très différentes. Hein. Il y a des maisons de santé jeunes où on est peut-être encore plus dans le partage de ressources ou une certaine coordination autour du patient, mais pas encore peut-être dans une santé plus collective ou dans des projets vraiment plus coopératifs. Donc voilà, il y a une diversité et il y a des modèles qui sont effectivement en gestation. Moi, j'ai senti aussi parfois un peu d'inquiétude parce que c'est vrai que le paysage de la politique publique, notamment avec un certain empilement de dispositifs dont on ne perçoit encore pas complètement l'articulation, qui a visiblement une volonté de coordonner. Hein, ça devient un mot un peu, parfois on trouve un peu fourre-tout, alors qu'il faudrait comprendre que ces coordinations, elles ne sont pas toujours de même nature, qu'on n'attend pas les mêmes résultats. Donc il y a une inquiétude aussi parce qu'on sent que l'univers est mouvant et qu'il faut retrouver et revendiquer aussi un rôle à hauteur des projets et des enjeux qu'on a pu entendre tous ces jours, ces 2 jours. Et selon vous, en changeant le modèle économique, est-ce que cela a un impact sur l'exercice de la profession pluriprofessionnelle, enfin, l'exercice en pluripro plutôt? Bien. Alors évidemment, l'économiste, on lui demande toujours ce qu'il pense de comment rémunérer, comment financer. Et évidemment qu'un modèle économique, ça change. D'abord, ça change ce qu'on peut faire parce que ça donne des ressources. Ça change aussi l'image qu'on perçoit de son travail parce qu'un financement, surtout quand il est collectif comme dans la santé, c'est la reconnaissance d'une activité, c'est la reconnaissance d'un plus par rapport à un autre type d'exercice. Moi, je voudrais dire que sous l'appellation modèle économique, il me semble intéressant de distinguer des dépenses qui relèvent plutôt de l'investissement et puis des financements qui relèvent plutôt de rémunérer l'activité. Je pense qu'aujourd'hui, moi je l'ai aussi entendu dans plusieurs ateliers, la question par exemple de la formation pluriprofessionnelle dont on a dit qu'elle était un verrou ou un levier possible en tout cas pour changer aussi les coordinations et les coopérations.
Cette formation, c'est un investissement collectif aujourd'hui qu'il faut faire, mais qui produira, comme tout investissement, des fruits plus tard. Donc il y a un effort immédiat dont on n'est pas, c'est toujours le cas d'un investissement, pas forcément certain des résultats ou de la nature des résultats qu'il va produire. Il y a aussi une notion d'investissement qui me semble important au sein même des équipes, parce que, et je rejoins un petit peu ce que vous disiez, voilà, construire un collectif, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut se connaître, parce qu'il faut construire des règles communes, parce qu'il faut construire des protocoles de soins, ça prend encore plus de temps, parce qu'il faut avoir un même objectif, il faut avoir des mêmes références, il faut avoir des mêmes manières de raisonner. Et ce temps-là, c'est aussi un investissement présent pour les équipes, mangeur de temps, parce qu'en gros, la ressource pour faire tout ça, c'est du temps, dans un agenda qui est souvent déjà très contraint. Et donc ça, c'est un investissement qui, pour l'instant, je ne dis pas qu'il est gratuit, mais il grignote souvent sur le temps qu'on a pour soigner, dont on pense qu'il est le temps essentiel. Et là aussi, c'est un pari, parce que le temps de mûrir, le temps de construire, peut-être qu'on n'arrivera pas, ou en tout cas pas avec l'échéance qu'on s'est donnée au départ, à aboutir. Je trouve que cette notion d'investissement, elle a de l'intérêt parce qu'elle montre que voilà, il y a toujours un pari, il y a un risque qu'il faut aussi envisager, le risque aussi de trop complexifier peut-être les exercices, il y a le risque d'alourdir, la pluriprofessionnalité, je ne vais pas du tout dire ici que c'est pas ce qu'il faut rechercher, mais il faut la rechercher peut-être aussi à bon escient et voilà, arriver à doser les projets qu'on peut avoir pour construire quelque chose de nouveau et puis les contraintes aussi voilà, de professionnels qui sont là aussi pour accueillir et prendre en charge les patients. Donc ça, voilà, le modèle économique, c'est comment on investit aujourd'hui et avec un risque possible et qu'est-ce que la collectivité ou les équipes sont prêts à investir. Puis après, il y a le modèle économique, comment rémunérer. Bon, alors là, voilà, c'est des choses qui sont maintenant un petit peu plus balisées. L'idée que il y a des activités de nature différente, qu'on ne va pas rémunérer de la même manière un soin ou une éducation thérapeutique parce que les résultats ne sont pas visibles de la même manière, parce que les besoins ou les ressources qu'on va utiliser ne sont pas les mêmes. Et puis voilà, on a entendu tout récemment qu'il y aurait aussi possibilité d'avoir des ROSP collectives ou d'équipes, je ne sais pas encore comment elles vont s'appeler. Et donc ça, c'est aussi un nouveau mode de rémunération qui va poser la question de comment ce financement après est utilisé ou partagé en interne. Vous l'avez dit aussi, la question du partage, non seulement des ressources matérielles, mais aussi de financement, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir gérer et qui n'est pas toujours simple parce que ce partage, il dessine aussi des relations de pouvoir, de hiérarchie à l'intérieur d'une structure. Et puis une dernière petite chose aussi par rapport au modèle économique, c'est la question du salariat. Alors, a priori, qui est une forme qui est aussi amenée à se développer dans vos structures. Alors, le salariat, c'est quand même une relation, enfin pour les économistes, c'est quelque chose que beaucoup étudient, c'est une relation qui est quand même fondée sur une relation hiérarchique, sur une subordination. Et donc, du coup, on n'a pas la même relation avec un salarié qu'avec un partenaire avec qui on coopère dans une structure. Et là aussi, développer le salariat, on comprend la nécessité, on comprend l'intérêt, mais il y a aussi peut-être une réflexion à avoir sur ce que ça peut changer à l'intérieur des études, des équipes, d'adopter ce modèle de rémunération et de financement par rapport à d'autres. Est-ce que la maison de santé est un modèle à plébisciter ou à encourager à l'avenir ? Je ne vais pas dire non, pas ici, ni ailleurs d'ailleurs. Ni ailleurs. Alors, est-ce que c'est un modèle ? En tout cas, une fois de plus, je pense qu'il y a des modèles. Je pense qu'il y a une forme, voilà, que l'idée d'avoir des lieux partagés où on arrive à la fois à d'abord partager des ressources qui facilitent l'activité, où on arrive à monter des projets parce que la proximité du lieu, on sait que ça favorise aussi justement l'élaboration d'une culture de savoir commun, de projets communs. Donc oui, c'est un lieu propice à apporter autre chose que les soins quotidiens et habituels.
Et donc là, il y a une question aussi de la mission qu'on va donner à ces maisons de santé. Et là, je reviens encore sur, voilà, est-ce que c'est des maisons de santé qui vont monter des projets pour leur patientèle? Est-ce qu'elles sont plutôt avec des dimensions un peu plus larges territoriales? Mais là, on revient à la question des autres formes de coordination qu'il peut y avoir. Par exemple, les CPTS, dont on a entendu aussi que c'est un sujet un petit peu difficile aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc Thomas Sagnier, ma question elle est peut-être simple et en même temps compliquée. Quelle peut être et quelle pourrait être la contribution de l'usager au sein des équipes pluriprofessionnelles? Alors, je vais répondre à la question, mais tout d'abord vous remercier pour cette invitation à parler au sein de ce congrès. Juste deux petits mots. Moi, je suis concerné par une maladie chronique, par plusieurs maladies chroniques, atteint d'hémophilie. J'ai été taquiné par les errements de la médecine, mais aussi j'ai bénéficié de ses progrès. Je fais partie aussi d'un mouvement associatif, l'Association française des hémophiles, comme vous l'avez dit, et puis dans lequel il y a l'enjeu de la collaboration avec les professionnels de santé était au cœur de nos plus récentes démarches et travaux. Je fais partie du pôle de ressources éducation thérapeutique qui cherche à développer l'éducation thérapeutique en ville. Donc, j'allais dire, ça fait partie à la fois de mon ADN associatif et de mon travail de rechercher au fond ce que c'est qu'une collaboration. Et donc, plutôt que de donner l'image dans 10 ans, parce que même si je suis atteint de maladie chronique, je ne suis pas en capacité, je ne peux pas voir dans le cristal, dans la boule de cristal. J'ai essayé plutôt de décrire un chemin, un parcours possible. La première chose, c'est que les maisons de santé pluridisciplinaires, pour nous, c'est un lieu d'invention d'autres manières de travailler entre professionnels de santé. Donc ça nous taquine aussi, quoi. Ça nous intéresse de cette manière-là, au fond, de concevoir ce métier. Mais d'abord, peut-être quelques constats qui vont essayer de tirer un fil. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, 50 à 70% de non-adhésion thérapeutique par les patients. Toutes les études européennes, nord-américaines disent ça. Il y a une impossibilité, deuxième constat, c'est l'impossibilité de mettre devant chaque patient ou derrière chaque patient un professionnel de santé. Il y a une troisième constat, c'est l'augmentation des maladies chroniques, ALD et non-ALD. Le quatrième constat, c'est que maintenant, des personnes vivent, aiment, travaillent avec des maladies chroniques et depuis 5, 10, 20, 30, 40 ans. Et donc, ils acquièrent des connaissances, des compétences, ils développent des croyances sur leur maladie et ils apprennent à vivre avec des maladies chroniques. C'est-à-dire, ils s'inventent aussi une vie qui va avec. Parallèlement à ça, les associations de patients ont su développer des savoir-faire. Il y a une professionnalisation du monde des associations de patients. Tant sur les enjeux de plaidoyer, l'aspect droit des usagers, mais aussi sur les modes de coopération ou sur des domaines particuliers, par exemple l'éducation thérapeutique ou sur les enjeux du médicament. Il y a évidemment tout le courant législatif important qui est la reconnaissance des droits individuels des usagers. Donc le monde change, on aime bien dire ça. D'abord, un monde change, le premier constat, c'est que de plus en plus de patients participent aux enjeux de santé, mais très directement. On l'a vu avec le travail qui est effectué notamment, mais c'est le plus avancé au sein de l'université Paris 13, avec le laboratoire d'éducation et de pratique en santé, le département de médecine générale avec Yannick Ruel et Alain Mercier et Olivia Gross sur les patients enseignants qui interviennent et qui accompagnent des jeunes médecins qui sont dans le cadre de cette spécialité. Il y a des patients qui s'investissent dans le monde de la recherche et qui définissent avec des établissements de santé, des équipes de recherche, au fond, quels sont les enjeux qui les concernent et les recherches qui sont utiles pour eux aussi. Et puis, il y a de plus en plus de patients qui s'investissent dans l'éducation thérapeutique, qui sont patients ressources formés à l'éducation thérapeutique. Deuxième
élément de changement, c'est le développement de l'ambulatoire, à la fois voulu et exprimé, et les maisons de santé pluridisciplinaires, évidemment, ont cette vocation, mais qui intègrent aussi d'autres professions, des pharmaciens, etc. C'est un enjeu, et je pense qu'il va tirer, et ça va être aussi un des fils qui va tirer tout au long de ces prochaines décennies. Il y a évidemment le développement de l'usage d'Internet qui va aussi amener des changements et qui amène déjà des changements, mais sur lesquels il faut s'appuyer plutôt que lutter contre et travailler au fond avec les patients sur ce que c'est au fond quelle contribution Internet peut apporter dans le cadre des parcours de santé. Et puis le dernier, c'est le partage des données médicales avec le dossier médical partagé. Et ça, j'allais dire, moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais sans aucun doute que ça va faire évoluer des pratiques. Du coup, pour nous, les maisons de santé pluridisciplinaires, c'est un travail à la fois collaboratif et de recherche essentiel du premier recours. Parce que c'est un terrain d'innovation. Et les patients, les mouvements associatifs adorent travailler sur les terrains de l'innovation. Et contrairement peut-être à ce qu'on peut se représenter, peut-être ici évidemment pas, mais elles cherchent des collaborations avec des professionnels de santé. Mais ça veut dire, si on est sur un travail premier, à mon avis, première ligne de force, c'est il y a une évolution des pratiques professionnelles qui changent, qui évoluent, et on se pose la question quel bénéfice pour les professionnels? Il faut se poser la question quel bénéfice pour l'usager? C'est-à-dire au fond, quelle est la valeur d'usage de ces nouvelles organisations? En fond, en quoi l'interprofessionnalité bénéficie aux professionnels, mais aussi aux usagers. Ce qui veut dire qu'il va falloir tenir compte d'un certain nombre d'enjeux, qui sont, je vais me permettre de les citer, c'est les enjeux de qualité de vie. Au fond, en quoi ces organisations participent au développement de l'activité sociale, au développement de l'activité physique, qui sont des facteurs de santé. Comment est-ce qu'on travaille les enjeux de la vulnérabilité? Comment est-ce qu'on travaille les enjeux de la littératie en santé, la capacité au fond à mieux faire comprendre les enjeux de soins pour une personne? En quoi est-ce que, alors que le soin se complexifie, on le voit par exemple avec les traitements anticancéreux à domicile qui entraînent des interactions médicamenteuses, comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui sont là? Comment est-ce qu'elles peuvent trouver des ressources? Et puis évidemment, il y a le soin psychologique et cet accompagnement point de vue ça. Donc tous ces points-là, qui à mon avis viennent établir, qui sont comme des traits attirés dans le cadre des maisons de santé pluridisciplinaires, c'est à la fois des enjeux de collaboration avec les associations de patients, mais aussi de recherche. Passionnant, évidemment. Le deuxième point fort, à mon avis, c'est les maisons de santé véritablement s'inscrivent dans un territoire. C'est ce qui fait des acteurs qui se reconnaissent sur un même territoire. Et bien, vous le savez évidemment, les usagers aussi s'inscrivent dans un territoire de vie. Voilà. Et ça veut dire que sur ce territoire, ça nécessite d'interroger les besoins des patients, des usagers. Au fond, que font les patients, les familles, comme parcours de santé? Qu'est-ce que représente le parcours de santé pour elles, en termes de temps investi? Je rappelle par exemple que si un patient passe, en moyenne, les études l'établissent, en moyenne 6 heures de son temps avec un professionnel de santé, tout au long de l'année, il passe 6000 heures de son année, lui ou sa famille, à prendre des décisions qui concernent sa santé par an. Donc il y a ce temps. Il y a les professionnels de santé qui sont vus. Quel type de professionnels? Quel type de structures sont visitées? Quelles sont les ressources pour lui-même et pour l'entourage? Quelles sont les associations qui viennent, les aides qui lui sont apportées? Et puis enfin, pour rebondir sur les enjeux du paiement aussi et des copaiements éventuels que est amené à faire l'usager. Donc ça, ce sont les éléments du parcours. Et puis la troisième ligne de force, qui est à mon avis un enjeu très important, c'est la question de la méthodologie de la participation des usagers. Il y a aujourd'hui des acteurs associatifs qui sont prêts et qui sont formés, qui sont prêts à travailler en région et sur les territoires. Je ne sais pas si vous avez au fond une vision, mais un certain nombre d'entre vous, vous avez souligné que vous avez des liens, mais souvent j'ai entendu parler de difficultés au fond pour établir ces liens.
De fait, dans les associations de patients ont développé des savoir-faire, évidemment j'ai un biais, mais ont développé des savoir-faire passionnants en matière d'accompagnement, d'éducation thérapeutique et d'accompagnement avec des méthodologies très solides. Je pense à AIDE en matière de santé sexuelle, à la Fédération française des diabétiques dans le domaine, du diabète de type 2, à l'association François Petit dans les maladies de Crohn et des intestins, etc. Dans le domaine des maladies rares, passionnant aussi. Mais ça veut dire, et c'est ce qu'on travaille au sein, et je vais terminer par ça, ça veut dire penser et travailler avec des associations de patients, ça veut dire poser trois étapes essentielles. C'est la première, d'abord décrire ce que chacun apporte, parce que le fondement du travail collaboratif, c'est la reconnaissance mutuelle. La deuxième chose, c'est la reconnaissance de la valeur de l'autre, parce que pour qu'il y ait construction, il faut que chacun reconnaisse que l'autre apporte sa pierre. Et puis le troisième point, c'est que chaque partenaire trouve son bénéfice à ce travail collaboratif. Et dans ces trois conditions, je pense que l'intégration du savoir patient, des savoirs expérientiels patients et des associations de patients peut être une contribution majeure au développement des maisons de santé pluridisciplinaires sur un territoire et au fond de répondre à une même volonté que celui d'améliorer la santé d'une population sur un territoire donné. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour ces trois interventions. Y a-t-il des questions dans la salle? Ou peut-être réseaux sociaux? Deux. Donc une question qui nous vient de l'application, je crois. L'usager de base est-il véritablement partant pour une prise en charge en pluripro en ville? Excuse-moi, tu peux répéter la question, s'il te plaît? L'usager de base est-il véritablement partant pour une prise en charge en pluripro en ville? Je vais dire, quand on est atteint de maladie chronique, la pluriprofessionnalité, de notre côté, on l'exerce au quotidien. Hein. C'est notre quotidien de vie, le kiné, le nutritionniste, le médecin généraliste, le médecin spécialiste, etc. Donc, je ne sais pas non plus très bien ce que c'est qu'un usager de base, mais j'entends au fond, c'est de se dire au fond celui qui est un peu perdu. Moi, je suis persuadé que cet affichage de la pluriprofessionnalité est un atout exceptionnel. Voilà. Les personnes, l'usager de base peut-être n'en comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais je pense qu'il aboutit à des pratiques professionnelles qui sont différentes de celui, et en particulier sur les enjeux de la relation de soins. On est passé de la relation de soins paternaliste au patient au cœur du système de santé. Maintenant, il faut passer au partenariat avec les patients. Voilà, on faisait pour, il faut faire avec. Oui, bonjour, Éric Vernier, je suis directeur de 2 centres de santé infirmiers et d'un service de soins infirmiers à domicile, plus communément appelé SIAD. Ce n'est pas une question que j'aurais, c'est plutôt une réflexion sur ces 2 journées où Michel Serin ce matin disait ce ne sont pas d'assistants médicaux dont nous avons besoin, mais plutôt d'assistants aux patients. Ces assistants professionnels aux patients existent déjà. Je parle ici des AVS, des TSF, des aides-soignantes, etc. Bien entendu, je n'oublie pas les aidants dits naturels, et les patients, vous en parlez mieux que moi, donc je ne vais surtout pas m'engager sur ce terrain. Nous avons aussi parlé de coordination ou de coopération, mais je souhaiterais que nous n'oublions pas de parler de coordination au sens large, c'est-à-dire coordination sanitaire, médico-sociale, mais aussi sociale. Je rappelle qu'à ce titre, l'augmentation du SMIG à 10,03 €, pour rappel, au 1er janvier 2019, ce sont 13
des premières années de ces catégories qui travaillent à côté de nous tous les jours, qui se sont retrouvés salariés en dessous du SMIC, qui a pu rattraper 13 ans. Les personnes travaillent au bout de 13 ans toujours au SMIC et aident ces usagers. À mon avis, il est de notre devoir de redonner du sens à tous ces professionnels aidants et à nous aussi, professionnels soignants. Il faut redonner de la valeur à leur profession et à leurs actions. À nos professions, à nos actions, il est important qu'un soignant et un aidant qui se sentent bien dans son environnement professionnel, qu'il se sente important, qu'il se sente entendu et qu'il soit pris en considération. Je suis intimement convaincu qu'un soignant ou un aidant qui se sent bien, c'est un patient qui se sent bien. Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir quelqu'un qui représente les associations d'usagers. Je voudrais vous poser une question parce que nous dirigeons souvent nos patients vers des associations pour les aider à vivre leur maladie. Et j'aimerais savoir si les associations se déplaceraient dans les maisons de santé pour présenter leur activité auprès de nos patients. Je ne peux pas parler pour tout le monde, hein, évidemment, mais vous savez, c'est comme vous aimez beaucoup parler de votre métier, eh bien, les mouvements associatifs aiment beaucoup parler de ce qu'elles font. Voilà, elles ont c'est bien au contraire, en créant un espace dans lequel vous dites, je reconnais une valeur, au fond, un travail d'un mouvement associatif qui accompagne des personnes atteintes de maladies chroniques ou qui accompagne des personnes ou des aidants. Je pense que si l'invitation est, pas besoin de Bristol, et si elle est gentille et bienveillante, je suis certain que les gens viendront, quoi. Voilà, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Alors, il y a les associations et puis il y a les réseaux qui se multiplient et puis il y a la sécurité sociale. Ça fait beaucoup d'intervenants et parfois on s'y perd en tant que médecin généraliste. Donc du coup, les maisons de santé essayent de faire un petit peu le point sur tout ça et essayent de travailler avec les différents partenaires, mais c'est cette multiplicité d'actions qui nous gêne parfois pour travailler. Parce qu'en fait, travailler avec un partenaire, c'est bien, mais avec 36 000 personnels, c'est plus difficile, quoi. Donc, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de cohésion dans les différents partenaires, en fait. Juste, moi, si vous me permettez, parce que je peux vous montrer la multiplicité évidemment qui est très chronophage, mais je pense que la collaboration, c'est peut-être la ligne de force, mais peut-être que c'est trop concept ce que je dis, mais pour moi la collaboration maintenant ça fait partie du soin. En fait, travailler avec différents partenaires sur des projets spécifiques, c'est au fond du temps gagné pour le soin lui-même, et c'est là où évidemment l'enjeu de la rémunération et des modes de rémunération pour permettre ce travail collaboratif est absolument essentiel et contribue justement à la valeur ajoutée des maisons de santé pluridisciplinaires et ces modes de travail interdisciplinaires. Nous, je vais dire comme ça, on crève littéralement d'avoir affaire à des professionnels qui ne pensent que organes. Voilà, on crève de ça. D'autres questions ? On a une nouvelle question réseaux sociaux. Le discours politique et sa traduction sur le terrain vous semble-t-il porteur de développement du pluripro ? Alors, qui se lance ? Ça cogite pas mal.
Quelqu'un d'autre veut peut-être répondre à la question, donner un avis? Tout à fait. Est-ce que tu peux relire la question, s'il te plaît? Le discours politique et sa traduction sur le terrain vous semble-t-il porteur de développement du pluripro? Alors Didier se lance. Non, c'est l'inverse. C'est à nous. C'est à nous de changer le discours politique. C'est à nous d'occuper le terrain. Et c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Les lois, elles ont suivi. Les lois nous ont suivis depuis 10 ans. Tous les ajustements et les politiques qui courent après nous, eh bien, continuons à les faire courir. Mais moi, je voulais poser une question. Je voulais poser une question à l'ensemble des personnes sur une dimension qui a été abordée tout à l'heure quand vous avez remis les prix pour les posters. C'est la dimension citoyenne. Et pas simplement la posture de la personne malade à travers les associations d'usagers. Et évidemment, Thomas, on travaille ensemble depuis si longtemps pour savoir que ça a une importance, mais je voudrais aller un peu plus loin. La place du citoyen dans la maison de santé, dans l'avenir. Plus on va aller sur le terrain, sur le territoire, plus on va rencontrer des citoyens qui se préoccupent beaucoup des questions de santé. Les AMAP, les associations qui travaillent sur lutte contre la pollution. Et que nous voulons des coquelicots, là, derrière, là. Ouais, eh bien, comment on va faire, nous, soignants, pour faire de la santé, et pas simplement du soin, avec les citoyens et les habitants? Et quand je vois les messagers en santé, quand je vois la médiation en santé, qui occupe aujourd'hui cet espace, notre avenir, en tant que soignant, passe par une collaboration, une coopération avec les acteurs du territoire qui sont d'authentiques acteurs de santé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision-là, mais je pense que moi, il faut qu'on sorte de nos murs, dans nos têtes surtout, pour considérer que même la personne malade qui vient chercher du soin est derrière tout un citoyen du territoire qui a aussi sa place à prendre dans la lutte pour améliorer la santé. Merci Didier. Moi, je reconnais la communion sur cet aspect d'esprit avec Pierre Lombraille sur les enjeux habitants. Pour ma part, je vais essayer de nuancer et même si j'entends ça. Il y a une chose que je voudrais dire qui est que parce que votre acte est à la fois militant et votre volonté de faire pour une communauté, un territoire est formidablement bienveillant. Voilà, se lancer dans une maison de santé pluridisciplinaire, c'est une énergie qui mobilise au-delà de votre propre savoir-faire acquis dans le cadre de vos études de médecine, d'infirmière, etc., etc. Mais il y a une chose que peut-être, je vais dire ça comme ça et pardonnez-moi de le dire comme ça, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous oubliez, c'est à quel point, pour l'ensemble des habitants, vous êtes extrêmement impressionnant. Vous avez acquis des niveaux d'études de 7 à 10 ans, 5, 7, 10 ans, que l'immense majorité de la population française n'a juste pas. Votre savoir et votre manière de parler les mettent parfois à des milliers de kilomètres de vous. Non pas parce qu'ils le souhaitent, mais ne serait-ce que, mais malgré votre bienveillance, etc. C'est pas ça, mais vous êtes très impressionnant. Et donc, pour des habitants lambda, pour l'habitant de base, c'est compliqué pour eux de venir vers vous avec un discours construit.
qui viennent vers vous, au fond, pour construire avec vous des projets de santé. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça nécessite de votre part à la fois une humilité, une démarche de compréhension absolument fantastique. Or, vos études, pardonnez-moi, mais vos études ne vous ont pas du tout formé à ça. Pas du tout. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, parce que, en fait, et c'est là où le mouvement associatif prend sa valeur, parce que ce sont aussi des écoles de prise de parole. Le collectif aussi permet de mettre sur la table des enjeux qui dépassent la personne elle-même et qui concernent un ensemble, une communauté de citoyens, des individus. Donc, je pense que c'est un mixte qu'il faut, les uns nourrissant les autres. Parce que, oui, c'est bien sûr un territoire, mais il faut, vous savez, il faut se lever tôt et tenir la rampe pour pouvoir parfois faire comprendre nos enjeux de santé. Hein, voilà. Merci. Je cède, pardon. Alors Patrick, je te cède la parole pour la synthèse. Alors oui, merci, c'est gentil. Donc c'est toujours délicat, synthétiser 2 jours, et même presque 3, d'activités bouillonnantes en tous sens. On déborde d'énergie, on est dans le pluriprofessionnel non-stop depuis qu'on existe. Voilà. Alors, pour pouvoir nous projeter à 10 ans, parce que c'était l'exercice, hein, c'est la projection à 10 ans. D'abord, je pense qu'il faut regarder un peu ce qui se passe pour pouvoir mieux se projeter à 10 ans. Alors, quand on regarde un peu ce qui existe sur la pluriprofessionnalité à notre niveau, moi, je trouve que finalement, ça s'installe de façon naturelle, progressive. D'ailleurs, vous disiez que finalement, dans le parcours de vie d'un usager, d'un patient, on a des collaborations qui s'installent en effet. Alors, on peut les améliorer, c'est justement l'objet de ce séminaire, mais en tout cas, ils s'installent progressivement et spontanément. Par contre, ce n'est pas toujours simple. Il y a des facteurs humains, des facteurs politiques, locaux, financiers parfois, qui peuvent nous embêter. Et pour essayer de lever ces obstacles, apporter des solutions, les fédérations régionales qui portent les équipes régionales de ressources ont mis en place un système de pairs, d'accompagnement qui marche depuis d'ailleurs l'existence des fédérations régionales. Et ça, c'est très important. On sait aussi que la pluriprofessionnalité apporte un certain nombre de plus-values. Des plus-values au niveau de la prise en charge du patient, mais aussi de groupes de patients et aussi pour les professionnels de santé. Je passe, on pourrait en effet disserter longtemps là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ces équipes de santé de proximité représentent l'organisation de la nouvelle offre en santé de demain et d'aujourd'hui, mais surtout de demain, enfin j'espère. C'est la plus petite unité de base, au-delà du médecin traitant, au-delà de l'infirmière, au-delà du monopro, l'équipe apparaît comme le plus petit élément de l'offre en santé. Et ça, c'est déjà commencé demain. C'est donc un élément clé de la modernisation de notre offre. Et puis la FMPS dans tout ça. Bon, la FMPS, en fait, c'est une association, tout simplement, qui s'inscrit dans ce courant extraordinaire, ce courant ascendant. Didier parlait des lois. Ce n'est pas les lois qui font la vie, c'est nous. C'est ce courant que nous alimentons, ce courant ascendant, sur lesquels les uns et les autres surfent, un jour contre, un jour avec, mais nous, en tout cas, toujours pour. Ce n'est pas un effet mode. Au début de l'histoire des maisons de santé, on a dit oh, c'est un effet mode, vous allez voir, ça va se casser la binette, etc. Non, cet élément est durable, à tel point qu'il s'inscrit dans notre paysage que certaines personnes pensent déjà à l'organisation territoriale, donc à un échelon plus méso. On assiste à l'évolution même de la définition de la pluriprofessionnalité. Au début, on était sur des champs professionnels, les uns à côté des autres, plus ou moins coordonnés, pour
donner du soin, le bon soin aux patients qui étaient au centre. Et puis progressivement, les frontières se sont gommées pour donner naissance justement à cette équipe. Mais la grande révolution de demain, et c'est là que c'est très intéressant, j'étais vraiment captivé par ce que vous avez dit en tant qu'usager. Pour moi, la grande révolution, et je le sens à travers vos témoignages, à travers ce que vous faites, à travers les posters, c'est justement l'intégration dans l'équipe de l'usager, j'allais dire, du patient citoyen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une vraie révolution. On ne pense plus au patient au centre du système, on le pense avec. Et c'est là qu'il faut aller. C'est là notre guide. Si nos besoins, la défense de nos précarés sont notre guide, franchement, on peut rentrer chez soi, ça ne sert à rien, c'est mort. Si le patient, la ligne, le parcours de vie du patient est notre guide, à ce moment-là, nous comprenons quelle est la place, notre place dans le système, dans la société. On redonne du sens aux professionnels de santé de façon individuelle et collective. Lieu de soins, lieu de santé et lieu de vie. Pourquoi finalement les maisons de santé, ces équipes de santé de proximité, seraient-elles cantonnées aux soins, mieux à la santé? Pourquoi ne serait peut-être pas un lieu de vie également? Je me souviens avoir été en Belgique et également en Angleterre pour visiter les maisons de santé. Décidément, c'est une passion. Et en Belgique notamment, ça m'avait choqué la dimension humaine de ces structures, pas des méga structures, non, des structures qui s'intègrent dans le paysage, qui étaient également des lieux de vie, de rencontres intergénérationnelles, de sport, d'activités, etc. Et là, les soignants étaient intégrés dans la vie des usagers. C'est là, à mon avis, l'avenir. Nos repères d'aujourd'hui sont donc appelés à changer. Alors, je voudrais vous dire de ne pas avoir peur. N'ayons pas peur de l'équipe de santé de proximité et laissons tomber les défenses corporatistes de nos précarés. N'ayons pas peur de contribuer à la définition de programmes de formation initiale et de recherche en adéquation avec les nouveaux défis d'aujourd'hui et de demain. N'ayons pas peur de créer les liens indispensables avec les organisations territoriales et notamment l'hôpital. N'ayons pas peur d'ouvrir nos portes à la participation des usagers à tous les étages de l'offre en santé, que ce soit micro, méso et bien sûr macro. N'ayons pas peur de définir les nouveaux métiers, on en parlait tout à l'heure, définitions qui partent des besoins de l'équipe et pas d'un courant descendant. N'ayons pas peur de définir ces nouveaux métiers et de les reconnaître et de les valoriser à la hauteur de ce qu'ils méritent. N'ayons pas peur de collaborer dans un esprit constructif sur des objectifs moyen et long terme avec les équipes dirigeantes qui succèdent, les ministères, les équipes se succèdent. Nous restons, les patients également. Donc n'ayons pas peur de les éclairer sur des solutions qui paraîtraient pour eux des solutions miracles et qui n'en sont pas forcément. N'ayons pas peur, enfin, de collaborer avec nos organisations syndicales, monoprofessionnelles, et de les aider à travailler un peu plus dans l'intérêt du collectif. Enfin, assurons aux générations futures de professionnels de santé un monde où chacun aura un rôle, son rôle, au sein d'une équipe de santé de proximité ouverte, en perpétuelle recherche d'amélioration. Donnons du sens à la vie des professionnels de santé, au service des patients citoyens et avec, justement, les patients citoyens. Nourrissons ensemble notre indice de bonheur partagé, individuel, mais également, surtout, collectif. Merci à vous, à bientôt.